Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette bouse intersidérale parue dans le Huffington Post et qui titre Médecin traitant des maladies comme Alzheimer. Je crois que la médecine de demain devra être spirituelle. Ouh là 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 là, il paraît que des découvertes ont été nombreuses dans les nouvelles approches, je ne sais pas quoi. Donc on commence très fort, en plus avec une trousse à pharmacie homéopathique. Oh là là, on voit un petit peu de causticum C200. Alors pour la petite histoire, ça sert notamment à traiter les paralysies. On en parlera sans doute un petit peu plus tard. La guérison impossible est un diagnostic de médecine conventionnelle souvent rencontré dans le cadre de la neurologie que j'exerce, spécialité où le champ des traitements curatifs est le plus étroit de tous. Et oui, effectivement, en neurologie, il y a tellement de trucs dégénératifs, etc., que malheureusement, on est bien souvent obligé de dire au patient qu'on ne pourra que l'accompagner parce qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement et c'est probablement une grosse frustration mais c'est le cas. En 2018, on ne guérit aucune grande maladie neurologique et c'est vrai que c'est assez terrible. On accompagne les patients atteints de maladie d'Alzheimer ou de Charcot, on améliore les symptômes du Parkinson, on prescrit des médicaments pour limiter les poussées de sclérose en plaques. Mais les maladies évoluent toujours comme elles le veulent et sans nous. J'ai été pendant des années un médecin qui ne guérissait rien et c'est un peu le lot de tous les neurologues malheureusement. Étrange situation que j'ai vécue avec la plupart de mes confrères, sans résignation, voilà voilà, et puis il dit qu'il s'en remettait au progrès de la science, aux découvertes de demain. Demain, c'est le mot qui servait à se quitter. Assez triste. Et là, c'est parti. J'avais toujours ressenti la force des influences mentales sur l'évolution de l'état des malades. Alors, faire un truc comme ça s'appelle un biais rétrospectif. C'est-à-dire que pendant un temps, ça peut être des années, hein, vous avez une intuition, une petite intuition, vous n'y prêtez pas beaucoup d'intérêt, elle est là, et puis un jour, vous êtes amené, peu importe la raison, à prendre cette intuition très au sérieux et à l'embrasser comme étant une carrière, un chemin de vie ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, vous allez revenir sur cette intuition comme si vous l'aviez effectivement toujours connue. C'est-à-dire que c'est un biais donc rétrospectif, ça s'appelle. Vous modifiez votre passé, ou la perception que vous avez de votre passé exactement, pour dire je l'ai toujours su, ça s'est toujours passé comme ça, je l'avais dit. Hein. C'est assez terrible évidemment, ça nous arrive à tous, hein, mais là bon, bah, c'en est un cas plutôt flagrant. J'avais observé plutôt comme une force négative, hein, donc voilà, donc il n'y mettait pas autant d'intérêt, mais ça avait toujours été là quand même. Et aujourd'hui, ce truc-là ressort et il surestime la façon dont il l'avait pensé au cours des années précédentes. L'anxiété et la dépression constituaient des facteurs reconnus d'aggravation de pathologie, choc psychologique, tout ça, dégrader des situations stables, aggraver des déficits, tout ça. Bon, voilà. Je n'arrivais Pardon, je n'avais pas su voir qu'à l'inverse, l'esprit pouvait aussi transformer favorablement les choses et ouvrir des voies de guérison nouvelles. Pour l'instant, on peut éventuellement dire pas faux. Pas faux, mais pas vrai non plus, quoi, parce que l'esprit, ça dépend ce qu'il met derrière ce terme, quoi. Hein, bon, et on verra par la suite que c'est pas le bon sens de l'esprit qu'il utilise. Hein. J'ai cherché au sein d'approches alternatives celle qui se fondait sur cette force de guérison inemployée dans la médecine classique centrée sur le corps, et les découvertes ont été nombreuses. De quelle force de guérison parle-t-on ici Malheureusement, lui, il a une définition, mais c'est sa propre définition. Cette médecine spirituelle, rejetée par une culture scientifique avide de preuves, est une médecine individuelle à ressentir plutôt qu'à démontrer, à expérimenter sur soi avec l'intuition pour guide. Donc lui, la force de guérison inemployée, c'est la médecine spirituelle. Le problème, c'est que, et ça va être un petit peu tout le long de l'article, on est face à des cas de ce qui s'appelle une logomachie. C'est-à-dire qu'on est face à des cas, à des mots qui sont polysémiques, et qui vont être utilisés dans un sens particulier par cette personne sans être préalablement définis. Donc là, il définit la force de guérison inemployée comme la médecine spirituelle, mais la médecine spirituelle, il va jamais trop dire comment est-ce qu'il la voit. On verra qu'on parlera un peu de miracle, mais c'est pas suffisant, et il y aura de nombreux autres cas. Et évidemment, ce qui est terrible, c'est que l'intuition pour guide, c'est très très mauvais. L'intuition, elle guide très optionnellement les hypothèses à tester pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais une fois que le test est fait, l'intuition doit être reléguée au placard pour éventuellement trouver d'autres hypothèses, mais pas plus. Si c'est le guide, c'est une chance quasiment assurée de se planter. Hein. La force de l'esprit en médecine emprunte deux voies. Donc pareil, force de l'esprit,
difficile à définir et on va voir que là c'est pas très bien défini non plus. Une force laïque centrée sur l'influence du mental sur le corps. Quelle influence, quel mental? Une voie religieuse fondée sur la foi et la croyance en la réalité des miracles. Là par contre c'est bien défini, mais le problème c'est que cette réalité des miracles là, on voit pas très bien de quoi il parle quoi, hein. Qu'elle soit profane ou sacrée, donc ça on va s'imaginer que c'est plutôt soit du païen, soit de la croyance pas très religieuse, et là-dessus on est plutôt sur un vocabulaire bien théologique quoi, les miracles hein, forcément. La croyance est une voie de guérison, la négliger serait simplement perdre des chances. On est là sur ce qui s'appelle une pétition de principe. C'est-à-dire que on va utiliser cet argument-là, la croyance est une voie de guérison, comme quelque chose d'acquis. Et sur cette acquisition, on va baser une autre conclusion que personne ne peut rejeter parce qu'elle est tellement évidente. Évidemment que si la croyance est une voie de guérison, alors qui oserait la négliger? Vous seriez des monstres. Seulement, il faut bien montrer que la croyance est une voie de guérison. Et ça, il le prend comme un acquis, alors que pas du tout. C'est là-dessus qu'on base la pétition de principe, une conclusion évidente à base d'un argument qui, lui, par contre, ne l'est pas du tout, mais que lui traite comme tel. La médecine de demain sera spirituelle ou insuffisante. Ça, c'est quand même. Faut avoir des bollocks, là, hein. Les progrès techniques, la maîtrise de la cellule souche des vénénins vont transformer les pronostics de nombreuses affections, mais la science du corps ne remportera pas la victoire. La maladie dépassant son cadre et intégrant des dimensions de l'être humain inaccessibles aux progrès techniques. Alors, outre que ça ressemble quand même un petit peu aux prédictions de Nostradamus, moi je note une corrélation quand même depuis, allez quoi, 2 siècles à peu près, on se rend compte que la médecine basée sur les preuves est très très bien corrélée à l'augmentation de l'espérance de vie. En bonne santé, en plus, avec une bonne nutrition, on relègue les maladies vraiment à pas grand chose, voire on les fait disparaître, hein, dans le cas de la variole. Les gens vivent mieux, ils ont des corrections pour, je sais pas moi, pour les lunettes, pour plein d'autres choses. Enfin voilà, on vit mieux et en meilleure santé, et ça correspond à ce qui se passe depuis 2 siècles avec l'émergence de la médecine basée sur les preuves. Alors si ça se trouve, il n'y a pas de causalité, si, il y en a un, mais toujours est-il que là, on nous dit que demain, la médecine sera spirituelle ou insuffisante, alors qu'aujourd'hui, elle est encore insuffisante, mais c'est précisément pas la médecine spirituelle qui nous aide à guérir et à soigner les personnes. Bon, c'est assez bizarre ce genre de prédiction, je pense qu'il faut être bien croyant quand même, hein. L'influence de l'esprit sur la chimie du corps est démontrée par de nombreuses études consenties par la médecine conventionnelle qui n'entrouvrent ses portes qu'à la méditation et à l'hypnose. Ben, elle n'entrouvre pas ses portes qu'à ça, elle teste toutes les alternatives, on va le voir plus tard. Mais le problème c'est que il faut que ces tests ils soient positifs pour qu'ils soient pris en compte, et c'est pas forcément le cas. Fermeture pour les voies plus ésotériques, pour les secrets des médecines traditionnelles, hein, petit appel à l'ancienneté, c'est traditionnel, on a toujours fait comme ça, donc ça marche. L'aide des guérisseurs, des magnétiseurs, l'apport des médecines orientales, hein, petit appel à l'exotisme, forcément, si c'est oriental, ils savent vachement plus de choses, les primitifs, hein, ils sont proches de la terre, ils mangent des insectes, tout ça, donc les petits chinois, les petits arabes, oh là là, ils en connaissent des choses, hein, pendant que nous, les méchants occidentaux, on est aveuglés par la technique et le progrès, on a beaucoup trop évolué, eux ils sont restés un peu primitifs, ils ont de la chance, hein. Ouh là là, qu'est-ce que j'aime pas ces vieux relents racistes à base d'appel à l'exotisme là. Énergétique, toute une science inexplorée du soin et inexploitée. Mais pas du tout en fait. Les trucs alternatifs ils sont testés, puis bah, si ça marche on les intègre à la médecine, si ça marche pas on les rejette parce que précisément ça marche pas quoi, hein. Le rejet des miracles est encore plus radical. Bah, c'est-à-dire oui, comme il n'y a pas de preuves, on les rejette. Dans une médecine fondée sur les preuves, on les rejette quoi, hein. Si après avoir séparé la foi de la raison, il y avait encore un enjeu historique à séparer la foi de la médecine, ah bah grave, ça s'appelle soigner des gens, c'est ça l'enjeu en fait, hein. Sous peine de voir menacer nos saintes fondations laïques. Ah non non non, c'est sous peine de voir encore mourir les gens. Des trucs religieux et spirituels, il y en a depuis des millénaires. La médecine basée sur les preuves, c'est quoi? En gros, 200-300 ans, selon l'efficacité qu'on lui prête à ce moment-là. Et il y a donc cette fameuse corrélation avec le fait qu'on va beaucoup mieux aujourd'hui et qu'on vit jusqu'à 80 balais, etc. Donc non, l'enjeu c'est pas de rejeter la laïcité ou je sais pas quoi, c'est juste de dire tiens ça marche, on l'utilise. On n'est pas sur le même enjeu quand même, hein. Si le mental peut guérir, si la croyance peut guérir, pourquoi s'en passer? Donc encore une pétition de principe. Effectivement, s'en passer si ça peut guérir, ce serait vraiment une erreur. Mais il faut montrer que ça guérit avant. Ce que personne ne fera jamais dans cet article. Un patient atteint d'une SLA, donc sclérose latérale amyotrophique, donc la maladie de Charcot.
Hein, on en revient au causticum, je sais pas quoi là, qui peut donc se prescrire lors des paralysies. C'était rigolo de mettre ça en image de l'article. A toujours plus de chances de guérir à Lourdes qu'à l'hôpital. C'est quasiment pas faux. C'est quasiment pas faux parce que on n'en guérit pas de ça, on en meurt, mais il y a beaucoup plus de personnes qui en meurent à l'hôpital qu'à Lourdes. Donc, si bien qu'avec une petite pirouette sémantique, on peut dire que comme on en meurt plus à l'hôpital qu'à Lourdes, du coup, par retournement, on en guérit davantage à Lourdes qu'à l'hôpital. Évidemment, c'est faux, hein, c'est une erreur de logique, mais bon, ça se base sur des données qui peuvent être exploitées, mais juste mal comprises, quoi. Si je souffre d'une maladie mortelle pour laquelle la médecine conventionnelle ne peut rien et que je décide d'aller chercher des voies de guérison possibles auprès d'un chaman, d'un guériseur, d'un praticien oulala, de thérapie chinoise ou quantique, voilà. Donc quand on sait pas de quoi on parle, on met du quantique. Hein, c'est toujours bien, c'est encore un petit peu opaque dans l'esprit des gens, donc on peut y aller. Le quantique c'est sympathique. Oh putain, ça fait un beau slogan ça. De quel droit une médecine qui ne m'apporte pas de solution va-t-elle me l'interdire? Mais elle l'interdit pas en fait. Si vous souhaitez vraiment, alors que vous êtes atteint d'une maladie grave, vous soigner n'importe comment, c'est triste, mais faites-le du moment que le choix que vous ayez soit parfaitement éclairé. On vous dit voilà, vous avez ça, ça marche 30%, vous avez ça, ça marche 30%, vous avez ça, ça marche 30%. Si vous choisissez le truc avec le moins de pourcentage de guérison ou de rémission ou de palliatif ou je ne sais quoi, c'est malheureux, et j'espère que le corps médical essaiera de vous en dissuader, ou votre famille, ou vos amis, ou je ne sais quoi, mais on ne peut pas vraiment aller contre ça, sauf cas très particulier. Donc la médecine, elle va pas l'interdire, elle va juste dire, vous faites le mauvais choix, c'est une mauvaise idée. Mais malheureusement, pas question de l'interdire, non. Le rejet des promesses alternatives, on va revenir sur ce terme, ne peut qu'aggraver la séparation entre la médecine proposée aux malades et la médecine qu'il espère. Elle radicalise, hein, le petit vocabulaire qui va bien en ce moment, les comportements et laisse le champ libre aux charlatans. Hein, alors qu'un paragraphe plus haut, on parlait de chaman, de guérisseur, de praticien de thérapie quantique. Hein, il est quand même pas avare de contradictions, le petit monsieur là. Les promesses alternatives. Si c'est alternatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on utilise et qu'on trouve une autre méthode. Cette méthode, on va la tester. Si jamais le test se révèle positif, on va l'intégrer aux méthodes qui marchent. Si les tests se révèlent négatifs, on ne va pas l'utiliser. S'il y a des promesses alternatives, ça veut dire que ça a été testé favorablement. Donc, par définition, ce n'est plus une alternative, mais quelque chose qui est bien intégré et qui fonctionne. Les promesses alternatives, c'est un oxymore. Une alternative ne fait pas de promesse. Elle donne éventuellement de l'espoir, mais ce n'est pas une promesse. Jamais. Le combat récent contre l'homéopathie, et oui, hein, la fameuse tribune FakeMed, est l'exemple même de la mauvaise réponse à apporter à ces questions. Les patients qui s'éloignent des soins conventionnels ont besoin de confiance. Ils ont aussi besoin de soins, hein. C'est de rigueur du coup, dans la méthode qu'on leur propose pour aller mieux. Ce n'est pas en affirmant que le choix des médecines alternatives n'a aucun sens que l'on fera évoluer les positions. C'est un peu en affirmant quand même que quand elle sert à rien, ça sert à rien d'en donner, pour le coup, pour pas surmédicamenter les personnes. Admettons les lacunes de notre propre exercice et prêtons attention à ce que disent les autres manières de soigner. Mais qu'est-ce qu'elles disent les autres manières de soigner? Quand une manière de soigner se révèle efficace, on l'intègre. C'est pas parce qu'on refuse de les écouter, c'est parce que celles qui ne marchent pas, on les intègre pas. C'est aussi bête que ça, en fait. C'est bête comme chou, hein, tout simplement. Donc c'est pas un refus, c'est juste bah, si ça marche pas, quelles sont les raisons d'y aller? L'homéopathie est une belle médecine. Oh, si c'est beau, il faut l'utiliser. Ancienne, donc à nouveau le petit appel à l'ancienneté, pleine de créativité, et intégrant à la manière, la conception antique, c'est antique, d'Hippocrate, une vision globale de l'être humain, explorant la relation du corps, de l'esprit et de l'environnement dans la genèse des maladies qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, chacun a sa propre empreinte de malade. Alors, là, la logomachie, elle fonctionne à fond, là. Il y a des termes qui sont super polysémiques, qui n'ont rien à foutre là. La créativité de l'homéopathie. Qu'est-ce que ça vient, quelle pertinence ça a? J'en sais rien. La relation du corps, de l'esprit et de l'environnement. Elle est comment cette relation? Parce qu'on écoute les choses, on les ressent, elles s'imposent à nous. C'est quoi cette relation-là? Comment vous la définissez? La genèse des maladies qui sont les mêmes pour toutes, la propre empreinte de malade. C'est quoi cette empreinte? Est-ce que c'est une empreinte énergétique, un truc lié au chakra, lié à sa position dans l'univers? On ne sait pas ce que c'est que cette empreinte à nouveau. Donc ouais, on est sur un terme qui veut plus ou moins tout et rien dire, quoi. Il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a que des individus incurables. Alors, est-ce que c'est moi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette phrase. Pour moi, elle est dégueulasse. C'est-à-dire qu'on va dire au patient que lui-même est incurable. C'est pas ce qu'il a chopé
qui est problématique, parce qu'il y a un virus pas possible, ou parce qu'il y a une dégénérescence neuronale, ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est lui qui est incurable. Niveau culpabilisation individuelle, ça se pose là quand même. Pour moi, dire ça aux patients, c'est juste complètement dégueulasse. Mais c'est peut-être que mon avis, hein. Triste exemple de repli que la charge assez pitoyable signée par c'est pitoyable, par de nombreux médecins de médecine conventionnelle contre l'homéopathie, réclamant le déremboursement de ses soins, poussière dans le budget, tout ça, ouais, super. Mais il fait le parallèle entre les milliers de prescriptions d'antibiotiques inutiles, d'examens complémentaires injustifiés, de jours d'hospitalisation superflus, transport sanitaire sans objet. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on oppose deux méthodes, il faut voir à quoi est-ce qu'on les oppose. Si vous avez une méthode qui marche, mais qui de temps en temps a des petites failles parce que les praticiens se trompent, parce qu'ils font une mauvaise prescription, parce que, je sais pas moi, il y a un diagnostic qui est par exemple mal fait. La méthode continue de fonctionner, mais de temps en temps, l'erreur est humaine, les gens se trompent, ça arrive. Mais quand la méthode ne mène à rien, et que quoi qu'on fasse, ça ne marchera pas, oui, ça a le même résultat. Ça a le même résultat temporaire. Un truc qu'on fait bien mais qui de toute façon ne marche pas a le même résultat que quelque chose qui marche mais qu'on fait mal. Et opposer les deux au même niveau, c'est fallacieux. Parce que le truc qui marche pas, il marchera jamais, quoi qu'on en fasse. Alors que le truc qui marche, si de temps en temps on se plante, ça fait que oui, on se plante et là ça marche pas, mais habituellement ça marche. C'est pas du tout les mêmes trucs. On nous dit que l'homéopathie serait dangereuse et en même temps que ces granules ne contiennent rien et que les patients la choisissant aux dépens de la médecine traditionnelle ne bénéficient pas. Oui, le problème c'est qu'elle est dangereuse à cause principalement des retards de soins. Si vous donnez à un patient un truc dans lequel il n'y a rien et que vous prétendez que ça soigne, le temps qu'il se mette à comprendre que sa maladie s'est aggravée et qu'il prenne un vrai truc, tout ce temps-là, ce sera du danger qu'il encourra. C'est assez pénible, mais l'homéopathie participe à ça. Oui, malheureusement, oui. Et dans ce cas, c'est terrible. Donc, bénéficie pas j'ai arrêté ma phrase, par aveuglement de soins assurément plus efficaces. Preuve, source, qui a dit ça. Manière assez condescendante de juger le discernement des malades et leur liberté de choix. Mais les malades, ils sont bien gentils avec leur discernement. Malheureusement, si les médecins, ils font 10 ans d'études, c'est bien pour que le premier malade qui s'approche lui dise pas ce qu'il a à faire. Alors oui, des fois ça peut paraître un peu condescendant, mais les gens, en règle générale, quand ils sont experts dans un domaine, ils en savent beaucoup plus que les personnes qui ne sont pas experts. C'est assez terrible, d'autant plus que les médecins qui se basent sur les preuves, ils ont derrière des étapes de science qui se sont empilées au fur et à mesure des années, des décennies, voire des siècles, et qui du coup se reposent sur une connaissance assurée, qui se repose à son tour sur une connaissance assurée, etc., etc. Il y a un empilement de connaissances qui aujourd'hui est très très solide. C'est là-dessus qu'on se base. C'est sur cet empilement de connaissances. Donc, c'est malheureux, mais les gens qui ont la connaissance de cet empilement et qui savent pourquoi ça marche, ouais, ils sont plutôt aptes à prescrire des trucs et à donner des indications pour que ça aille mieux chez les patients qui, eux, ne connaissent pas forcément cet empilement. C'est assez terrible, mais des fois, il faut écouter ces personnes-là, qui savent pourquoi est-ce qu'elles prescrivent des choses. Quand on ne les dénigre pas tout à fait, on reproche à l'homéopathie de ne servir qu'aux petites guérisons. Ouais, ce serait bien que ça serve qu'à ça, malheureusement c'est pas le cas. C'est un peu le reproche qu'on faisait au miracle de Lourdes, de ne pas être assez spectaculaire, les gens ne repoussent pas à Lourdes, comme si les petits miracles étaient insuffisants. Malheureusement, les petits miracles, il faut montrer déjà que ce sont juste des miracles. Moi, il y a 15 jours, j'ai eu une angine. J'ai une angine de merde. De mémoire, c'est la première que je me chope. Le truc tranquillou, mais relou quand même. Angine virale, voilà, pas grand chose à faire. Une semaine de repos et ça passe. J'ai même pas pris de truc pour la gorge, ni pour la tête, ni rien. C'est passé. Juste des symptômes pénibles. Puis voilà, une semaine et rémission totale. Est-ce que c'est un miracle? Bien que petit, est-ce que c'est quand même un miracle? Est-ce que si j'étais allé à Lourdes et que j'avais guéri dans l'intervalle, ça aurait été un miracle tout pareil? Je crois pas, non. J'ai pas assisté à un miracle de ma propre guérison. Il y a des rémissions, bon voilà, ça se fait, c'est comme ça. Non, c'est pas miraculeux, c'est attendu, on connaît les mécanismes, voilà, il y a pas de souci. Donc non, les petits miracles, parfois c'est juste pas des miracles, quoi. Si l'homéopathie, comme d'autres médecines alternatives, ne fait pas plus, c'est peut-être qu'on ne l'explore pas suffisamment, ou alors qu'il y a des conclusions négatives, c'est possible aussi, qu'on ne pousse pas l'analyse de ces mécanismes supposés, alors si, oh putain, si ça a été bien poussé ici, ça marche toujours pas donc, en y consacrant les moyens de la science par le biais d'études ouvertes et bienveillantes, ça c'est choupinou.
Ça, c'est mignon comme tout ça. Il faudrait être vachement bienveillant. Alors, ce qu'on cherche dans les études, c'est plutôt la rigueur. Je suis désolé, la bienveillance, voilà. On n'est pas plus gentil envers les granules ou envers les papiers qu'on écrit. On essaie juste de faire les choses avec rigueur. On part pas plus bienveillant en testant quelque chose de la médecine conventionnelle qu'en testant des choses de la médecine alternative. On teste. Et puis bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. On relègue. Voilà, c'est comme ça. Les malades chercheront toujours des réponses en dehors de la médecine traditionnelle, puisqu'on ne résout pas toutes les questions. C'est ça le problème. C'est qu'il faudrait bien dire aux gens qu'on ne résout pas toutes les questions, et qu'il y a des questions qui ne se résolvent pas, et que malheureusement, pour l'instant, on est dans l'impasse sur certaines choses. Alors, c'est bien de donner de l'espoir quand il y a des raisons de donner de l'espoir, mais quand pour l'instant il n'y en a pas, est-ce que c'est bien déontologique de mentir aux personnes malades et à leurs familles, à leurs amis, à leurs proches, etc. Parce que, bon, la personne morte, elle est moins emmerdée une fois qu'elle est morte. Mais par contre, la famille qui y croyait, qu'est-ce qu'on leur dit derrière quand on leur a proposé un faux espoir? Compliqué, hein, compliqué. Il serait judicieux d'intégrer dès aujourd'hui ces voies utiles, mais il faut montrer qu'elles sont utiles, hein, dans une médecine large et à l'écoute, ouverte au progrès spirituel autant qu'au progrès technique. C'est quoi les progrès spirituels? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a un progrès spirituel? Le progrès technique, on envisage pas mal. On se disait, tiens, en vaccinant les gens, si ça se trouve, ils tomberont pas malades. Putain, on vaccine, ils tombent pas malades, et on arrive à montrer quel mécanisme est derrière ça. Donc, corrélation qui devient une causalité. Ensuite, bah, on voit bien que depuis 2 siècles, voilà, augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, moins de dénutrition, moins d'épidémies, les trucs cool, quoi, avec des éléments causaux entre les uns et les autres. Super, super. Ça, c'est le progrès technique, il est mesurable, quantifiable, on en témoigne chaque jour. Le progrès spirituel, comment ça se manifeste? Si vous avez des éléments en description, moi ça m'intéresse. Et évidemment, comment est-ce qu'on peut intégrer ce progrès spirituel à la médecine? C'est ça qui nous intéresse dans cet article, bien entendu. Au sein de cette médecine globale, le destin des maladies incurables échapperait à la fatalité. Donc toujours pas. La guérison ne serait pas certaine, mais jamais impossible. Et bien moi cet espoir-là, ce faux espoir, je vous conseille pas trop de le donner à vos patients, parce que vous allez faire un nombre de déçus qui sera colossal, et niveau déontologie, vos croyances, je suis pas sûr qu'elles aient beaucoup de place dans la pratique de la neurologie. Vous écrivez des livres, Antoine Sénan, comme celui-ci, hein, que vous vendez évidemment à la fin de votre article, mais je suis pas sûr que ce soit bien utile quand on parle de médecine. Voilà, donc le HuffPost, si jamais vous ne supportez pas de tels écrits, il faudrait que vous le mentionniez dans votre blog, dire quelque chose comme voilà, on n'est pas d'accord avec les auteurs, mais ça ne nous engage pas, ça engage que l'auteur. Ce serait pas mal, parce que là, pour l'instant, ça fait un petit peu comme si vous légitimiez la chose, et comprenez bien que c'est pas top du tout, parce que ça, c'est plein de conneries. Bon, bah évidemment, voilà. Quant à toi, cher public, si t'as aimé, tu likes, tu partages, tout ça. J'espère que ça t'a plu, et puis bon, que tu t'étais pas fait avoir, mais là c'était gros quand même. Je te conseille évidemment de bien garder l'esprit critique, et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de debunking zététique. Salut!